disent tous, le Covid a été pire que les 35 heures. Et donc, moi, j'analyse que ça a eu un effet de catalyse, au fond, et que ça a installé de façon définitive dans le corps social cette idée, au fond, que le travail était optionnel dans la vie et que l'État pouvait se substituer aux agents économiques, aux entreprises et aux ménages pour les financer. C'est-à-dire qu'on pouvait obtenir un salaire sans travailler. Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. La pandémie du Covid, le débat sur les retraites, peut-être aujourd'hui les chiffres inquiétants sur l'évolution de la productivité, tout nous remet autour de la question peut-être un peu oubliée du travail. Et pour en parler justement, un livre fort opportun vient de sortir de Pascal Perry. Nous allons aujourd'hui en parler, nous avons le grand plaisir de le recevoir. Pascal Perry, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Pascal, évidemment, tout le monde te connaît, tu es la voix de l'économie chaque matin sur LCI, sur la chaîne Info. On t'entend aussi le soir dans l'émission 24 heures Pujadas. Tu es chroniqueur aux Échos et auteur de nombreux livres, dont aux éditions de l'Archipel, dont Retraite, la dernière chance, Le Péril vert en 2021, et puis qui vient de sortir, La génération farniente, une réflexion autour du travail, une réflexion qui, j'ai envie de commencer par là, part de très loin, parce qu'elle essaye de commencer par faire une histoire du travail, montre que le travail n'a pas toujours eu la même place dans nos sociétés avant d'en arriver à ce que tu dénonces, ce que tu expliques comme étant la crise actuelle. Non, oui, il y a une très longue histoire du travail, en effet. Moi, je me suis posé une question simple. Je me suis demandé à partir de quel moment dans l'histoire humaine les êtres humains passent du non-travail au travail. Et aussi loin que remontent les recherches des anthropologues notamment, on s'aperçoit que l'homme a toujours travaillé. Le chasseur-cueilleur travaillait, c'est-à-dire qu'il consacrait entre 8 et 10 heures de sa journée à s'alimenter. Et puis, il y a une évolution, il y a l'apparition de l'agriculture qui est absolument décisive, l'apparition du feu, évidemment, qui détermine le sort des êtres humains. Alors, ils sont quelques dizaines de millions à l'époque. Donc la technologie déjà. La technologie, c'est déjà une forme de technologie, ouais. C'est une rupture. Ça permet aussi accessoirement de changer la nature de la relation que nous avons avec l'alimentation, que les êtres humains ont eu avec l'alimentation. On gagne du temps. Dès lors qu'on est capable de cuire, on peut stocker, on peut faire de l'épargne. Donc, et puis l'agriculture qui sédentarise les populations humaines. Alors il y a une très longue histoire. Hein. On va pas la refaire. Il faut lire le livre. La période du Moyen Âge, les temps modernes, l'apparition des jurandes, des métiers. Et alors il y a un constat que les libéraux font, qui est un constat tout à fait utile, c'est qu'on s'aperçoit en suivant le long fil de notre histoire que les rois, la monarchie s'est toujours intéressée au travail, qu'elle a toujours voulu les réglementer. C'est-à-dire que le foncier, si tu veux, la base, c'est réglementer le travail, réglementer la production, réglementer les prix. C'est-à-dire que l'État s'est toujours pensé comme un agent économique. Le ministre de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, bien connu, le colbertisme, etc., considérait que quelqu'un qui travaillait, d'abord, qui ne travaillait pas était tout à fait inutile, mais quelqu'un qui travaillait devait rentrer dans le cadre d'organisation, j'allais dire presque d'entente professionnelle. Et puis il y a l'épisode de la Révolution française. Dallard, Le Chapelier. Oui, il y a l'épisode du 19e siècle, l'apparition de la technique. C'est-à-dire que l'histoire du travail, elle est indissociable de l'histoire de l'outil et de la machine. Ce long siècle où on passe finalement d'une production de proximité à une production de masse, c'est l'apparition des grandes usines, c'est aussi l'apparition d'une idéologie qui va parcourir tout le XXe siècle et dont on paye encore d'ailleurs aujourd'hui le triste héritage. C'est un chapitre sur le travail et le marxisme, évidemment. Oui, le marxisme et le travail. Au passage d'ailleurs, Marx glorifie le travail. C'est-à-dire qu'il le présente comme un horizon enviable pour la classe ouvrière. Il n'aurait pas dit bonjour paresse. Il n'aurait pas dit bonjour paresse. Ouais. Son gendre va le dire un peu plus tard, oui. Mais son gendre, Paul Lafarge, qui écrit Le droit à la paresse, j'y consacre quelques lignes, le dit à un moment de l'histoire du travail où les individus travaillent 3600 heures par an. Oui. On en est à 1605 de mémoire. 35 heures, ça fait 1605. C'est environ à 4000 au 19e. Effectivement, aujourd'hui, on est à peu
près à ça, oui. Et donc, on comprend que ça a essaimé d'ailleurs tout le XXe siècle. J'essaye de comprendre pourquoi la société française, y compris les organisations syndicales, reste profondément marquée par le marxisme. Et une des explications, c'est que la Troisième République a probablement raté le tournant économique et social. Elle s'est concentrée sur les questions de laïcité, sur des questions plus sociétales qu'économiques et sociales, et au fond, dans une situation qui était une situation peu enviable pour ceux qui travaillent. Il faut l'admettre. Le travail en usine a été pendant très longtemps très pénible. Ouais. D'abord parce qu'il y a une responsabilité du patronat de l'époque, mais aussi parce qu'il y a une responsabilité des politiques. Et au fond, ce qui en est sorti, ce marxisme, ces idées marxistes qui infusent tout au long du XXe siècle, c'est probablement l'enfant illégitime de ce rendez-vous raté avec l'histoire économique et sociale. Et puis j'en arrive au temps moderne, évidemment. Et ce qui nous intéresse très directement aujourd'hui, c'est la question: pourquoi est-ce qu'on travaille moins en France? Pourquoi est-ce qu'il y a un mouvement de répulsion à l'égard du travail? Je détermine 2 ou 3 étapes. Alors c'est un point de vue, hein, évidemment, il est contestable. Peut-être rappeler statistiquement, parce que c'est un fait qui est parfois un peu contesté. En effet, sur une vie et de façon générale, les Français travaillent moins qu'ailleurs. On travaille moins longtemps, on travaille moins qu'ailleurs. Alors il y a différentes façons de calculer le temps de travail. Mais il y en a une qui, à mon avis, est la bonne, qui est proposée par Hippolyte Dalbis du Cercle des économistes, qui calcule le nombre d'heures travaillées par individu, par actif, par rapport à la population résidente. Alors, pourquoi est-ce que ça me paraît être le bon calcul? Parce que la population résidente dans son ensemble bénéficie du modèle social qui est le nôtre. Or, nous sommes dans un pays où la protection sociale est essentiellement adossée au travail. Entre 55 et 60% de la protection sociale est financée par le travail. C'est le choix du Conseil national de la résistance, d'ailleurs, qui est confirmé par la suite. Et puis, il y a la CSG, il y a l'impôt qui paye la protection sociale. Mais si j'en reviens au calcul d'Hippolyte Dalbis, ce calcul est le bon parce qu'il calcule le nombre d'heures travaillées par actif par rapport à la population résidente. Donc c'est le bon ratio, si je puis dire. Et oui, pour le financement des services publics, de la protection sociale. De la protection sociale. Qu'on parle le travail aux gens qui vont en bénéficier en quelque sorte. Exactement, de ceux qui bénéficieront des fruits du travail. Le paresseux profite aussi d'ailleurs des fruits du travail du courageux, si je puis dire. Et ce calcul montre que nous sommes très très loin. Nous sommes derrière l'Italie, nous sommes derrière la Grande-Bretagne, derrière l'Allemagne évidemment, y compris d'ailleurs très loin derrière la Finlande. De mémoire, c'est 500 heures travaillées par an par individu en France. Quand on choisit cette équation, le nombre d'heures travaillées par rapport à la population totale, et c'est 150 heures de plus par exemple en Finlande et une centaine d'heures de plus chaque année en Allemagne. Donc vous imaginez ce qu'on peut produire en termes de valeur ajoutée, et donc de valeur ajoutée à partager ensuite, quand il y a un tel écart entre des pays, qui plus est un pays comme le nôtre qui est très protecteur, où tout est assuré, de la naissance à la mort pratiquement, et un pays qui serait un pays anglo-saxon dans lequel on continue de financer de sa poche sa propre protection sociale. Alors pourquoi travaille-t-on moins en France qu'ailleurs? Alors, ce sont les hypothèses possibles. D'abord, je pense que le point de départ, c'est la grande crise de la désindustrialisation des années 80. Si on retient le temps court, on va considérer que les années 80, c'est le tournant. Tu te rappelles sans doute qu'on désarme la sidérurgie française, le secteur du textile, au moment d'ailleurs où l'industrie européenne, y compris celle de nos voisins allemands, rencontre les mêmes difficultés. Les Allemands choisissent, eux, de réarmer l'industrie. Et ils se disent, il y a mondialisation, il y a une partie des productions qui s'en va, mais c'est pas très grave, on va se moderniser. Le choix que nous faisons en France, qui est très discuté à l'intérieur du Parti socialiste, qui gouverne le pays à l'époque, le choix qui est finalement retenu, c'est de se dire, la désindustrialisation, c'est la conséquence directe de la mondialisation. Nous allons nous orienter vers la société des loisirs et du temps libre. On va imaginer une société de services. Alors quand je dis qu'il y a un débat à l'intérieur du PS, j'ai retrouvé d'ailleurs des témoins de cette époque-là, ce débat est le suivant. Il y a d'un côté Martine Aubry qui défend cette thèse. La désindustrialisation, c'est pas très grave. La France, grand pays de tourisme, de loisirs, de culture, on va inventer de services, on va inventer le temps libre. Et puis il y a Édith Cresson, qu'on a un peu oublié,
et son conseiller spécial qui s'appelle à l'époque Abel Farnou, qui disent mais non, pas du tout, il ne faut pas accepter le désarmement de notre industrie, au contraire, il faut y investir. Et le choix qui est fait finalement, c'est plutôt d'investir dans les mesures sociales de la désindustrialisation que dans le réinvestissement dans nos grands secteurs industriels. C'est comme ça que dans les années 80, moi j'ai été témoin, j'étais à Longwy à l'époque, j'étais jeune journaliste, regardais ce qui se passait. Témoigner de ce qui se passe. Oui, alors c'était intéressant parce que on rencontrait le préfet Chérec à l'époque, qui avait une enveloppe considérable à consacrer par exemple à un vaste dispositif qui était celui des retraites à 52 ans. Alors, on est à la retraite à 60 ans. L'âge légal, c'est le mandat de François Mitterrand, le premier. La retraite est à 60 ans. Et on se dit, c'est normal d'être à la retraite à 52 ans, après retraite à 52 ans. Et donc, on va financer des mesures d'accompagnement social, mais à aucun moment, on ne va réarmer notre industrie. Et donc, ça instille, ça infuse dans l'opinion cette idée simple que finalement, il est normal de ne plus travailler à 55 ans. C'est terrible, ça veut dire qu'on a vraiment acheté une forme de paix sociale en imaginant qu'on réglerait le problème en faisant partir une partie des travailleurs. Avec des drames humains au passage. On oublie par exemple que, moi j'ai retrouvé des témoins, les femmes travaillaient, donc elles partaient le matin, elles quittaient la maison et le mari restait là toute la journée devant la télévision et s'ennuyait. Et je pense que d'ailleurs l'ennui est probablement beaucoup plus mortel que le travail dans ce type de situation. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, il y a les 35 heures, évidemment, où on se dit on va travailler moins, à salaire égal, et là aussi, c'est une forme de dévalorisation du travail. Et puis, pour aller vite, il y a une troisième étape, qui est une étape subie, qui n'est pas voulue, celle-ci, c'est celle du Covid. Alors, l'État a accompagné les entreprises, accompagné les ménages. Je rappelle régulièrement quand même que l'État a salarié 11 millions de personnes du secteur privé en France. On donnait des salaires. Je cite 2 ou 3 exemples. On était à 40% de la population active, non, à peu près? On était à peu près à 40% de la population active. Les fonctionnaires, pour certains, travaillaient, pour d'autres restaient chez eux, même chose. Donc, on peut considérer qu'il y a plus d'un Français sur 2 qui a été payé à ne rien faire. Et quand on interroge aujourd'hui les chefs d'entreprise dans leurs relations difficiles à l'embauche, pour des raisons qui sont cette fois-ci des raisons plus démographiques qu'autre chose, ils disent tous, ils ont tous la même formule. Ils disent tous, le Covid a été pire que les 35 heures. Et donc, moi, j'analyse que ça a eu un effet de catalyse, au fond, et que ça a installé de façon définitive dans le corps social cette idée, au fond, que le travail était optionnel dans la vie et que l'État pouvait se substituer aux agents économiques, aux entreprises et aux ménages pour les financer. C'est-à-dire qu'on pouvait obtenir un salaire sans travailler. Tu connais le paradoxe de Tocqueville, qui est identifié par Alexis de Tocqueville, qui montre que plus on est égalitaire et moins les inégalités qui restent sont supportables. On a l'impression que moins il y a de travail, plus les heures de travail qui restent sont vécues de façon insupportable. On parlait tout à l'heure de la révolution industrielle. On travaillait évidemment de façon extraordinaire. La paresse, c'était l'idée de travailler 3000 heures au lieu de 4000. En gros, c'était ça l'idée. C'était pas travailler la moitié de 3000. Et aujourd'hui, on a l'impression que même aujourd'hui, et tu cites dans le livre, au moment des retraites, quand même des slogans assez incroyables, où en quoi les gens disent on veut pas de retraite, on veut juste pas bosser. En fait. Oui, métro, boulot, caveau. Voilà, métro, boulot, caveau. C'est l'idée qu'on veut pas perdre notre vie à la gagner, évidemment, que 2 ans avant la retraite, 2 ans de retraite de moins, c'est 2 ans de vie perdue, ce qui est quand même, ça c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait dit. C'est quand même paradoxal que plus le travail, moins le travail est pénible, moins il y en a, et plus il est insupportable. Alors, il y a un phénomène tendanciel. C'est-à-dire qu'il y a en effet, et quand j'écris génération farnienne, j'aurais dû mettre un S à génération. Parce que ça ne concerne pas que les jeunes. Parce qu'on trouve c'était une question que j'avais. Alors, est-ce que c'est que les jeunes? Non, c'est facile. Les jeunes sont, pour certains, très engagés. La philosophie du non-travail, elle est générale. Elle plane sur la société. Elle pèse sur tous les âges et dans toutes les fonctions. Mais oui, il y a en France cette idée. Alors, est-ce que c'est la présence d'une gauche encore très marxiste, très révolutionnaire, qui vous dit, au fond, le compte de résultat est l'ennemi de la feuille de paye? C'est-à-dire que vous allez louer votre force de travail. C'est une analyse marxiste. Marx dit, en réalité,
le surplus est capté par le capital. La théorie de la valeur il ne nous est pas rendu. Voilà, oui, il ne nous est pas rendu. Alors que c'est à vous. C'est à vous. Donc on a toujours une relation un peu distante avec le travail. Et là, on a des générations de jeunes gens, en effet, qui, pour certains, alors, sont très engagés. C'est peut-être même le paradoxe. C'est qu'il y a, au fond, un bon tiers de Français qui travaillent beaucoup, toutes générations confondues, y compris les jeunes, c'est-à-dire qui travaillent largement au-delà des 35 heures. Il y a un tiers de gens qui ont une activité normale, je vais dire, au regard du temps de travail légal, et puis il y a un tiers de Français qui sont dans le halo de la non-activité. C'est-à-dire des gens qui travaillent peu, qui travaillent moins, qui se sont retirés, qui considèrent que ça n'est plus le temps professionnel qui doit structurer leur temps de vie, mais que c'est leur temps de vie personnel qui doit structurer leur temps de vie tout court. Et que donc le travail est relativement secondaire. Mais pour revenir à ta réflexion, oui, pendant cette séquence contre les retraites, contre la réforme des retraites, on a vu des calicots qui étaient stupéfiants. Alors, je citais Métro, Boulot, Caveau, mais il y a aussi ceux qui disaient en substance on ne veut pas travailler moins, on ne veut rien faire. Ou Sandrine Rousseau qui dit et si on remplaçait le capitalisme par une bonne sieste? Une espèce d'apologie de la distance par rapport au travail, comme si le fait de travailler était surhumain d'une part, et si c'était pénible pour tout le monde. Et ça s'en va à la contradiction avec le fait que, par ailleurs, les retraites par répartition devaient être de plus en plus élevées. C'est ça. Si on écoutait les mêmes. C'est ça, exactement, exactement. D'ailleurs, c'est pas le sujet, mais bon, il y a une attitude des organisations syndicales par rapport à l'AGIC, à ARCO, par exemple, et dans leur relation au pouvoir au moment de cette réforme des retraites, qui est assez paradoxale, assez étonnante, parce que, je le rappelle là aussi assez régulièrement, les premiers à avoir mis en place un âge pivot, ce sont les organisations syndicales dans le cadre de Agirc-Arrco. Ceux qui ont incité avec une décote les salariés à travailler 1 ou 2 ans de plus, ce sont les organisations syndicales, c'est pas le gouvernement, ni le gouvernement d'Édouard Philippe, ni celui d'Elisabeth Borne au passage. Mais oui, il y a une philosophie générale du non-travail, et ce qu'oublient de dire tous ceux qui sont hostiles au travail, c'est que le choix qui a été fait en France, c'est un choix d'assurance sociale. C'est-à-dire, ce qui fait la différence entre l'assistance et l'assurance, c'est qu'avec l'assurance, on gagne ses droits. C'est-à-dire, on paye des cotisations sociales pour avoir ensuite une contrepartie. C'est bismarckien contre beveridgien, n'est-ce pas ? C'est Bismarck contre Beveridge, absolument. Ouais. Et c'est un choix qui a été renouvelé depuis 1945. Alors, peu à peu, l'impôt grignote les parts des cotisations sociales, mais malgré tout, la protection sociale française reste majoritairement construite sur le travail. Et donc, ce qu'il faut dire, les contributifs. Ce que devraient dire tous ces gens-là, c'est si on veut garder un niveau de confort social élevé, non seulement il faut augmenter la quantité de travail dans une semaine et dans une vie, mais il faut aussi augmenter la qualité du travail, et c'est lié notamment à ta première réflexion qui portait sur la productivité. Dans un pays où la productivité décroît, Patrick Artus l'a calculé, elle était de 1,8% dans les années 90, 1,2% par an dans les années 2000, elle est tombée à 0,2% de 2010 à 2022, dans un pays où on produit moins efficacement pour une heure travaillée, il faut travailler plus. Or, en France, on fait exactement l'inverse, et on s'interroge d'ailleurs au passage pour savoir si on va maintenir la protection sociale à la française, dans un pays qui de surcroît vieillit, où les besoins augmentent. Donc quand on regarde les deux plateaux de la balance, d'un côté on travaille moins, de l'autre côté les besoins de protection sociale augmentent. Si on maintient le système qui est le nôtre aujourd'hui, sauf à accepter la charité de l'État un jour, mais si on maintient ce système-là, nous ne travaillons pas assez et pas assez bien pour maintenir la protection sociale qui est la nôtre. Le problème, c'est que la charité de l'État n'est que la nôtre en réalité, mais peut-être différée au travers de la dette. En effet, en effet. Alors, on a parlé des syndicats, on a parlé de la responsabilité politique de l'histoire que tu as rappelée. On pourrait parler de la responsabilité des entreprises un petit peu à travers le management aussi. Alors, je cite notamment les travaux de notre excellent camarade Capelletti, professeur au Laurent, CNAM, qui est professeur au CNAM, qui est professeur de gestion, et qui a calculé que
le mismanagement, on va appeler ça comme ça, enfin, le mauvais management se traduit par des coûts visibles, et puis il y a aussi des coûts cachés. Et donc il l'a évalué, il l'a modélisé. De mémoire, je crois que c'est 20 000 euros en moyenne par an et par tête, par salarié, dont 10 000 seraient facilement récupérables en changeant le modèle de management. Il y a une certitude, c'est que il y a des responsabilités politiques, il y a aussi une responsabilité dans les entreprises où nous avons, dans les plus grandes d'entre elles, importé le modèle monarchique, modèle vertical de gouvernance. On gouverne par circulaire, par directive. Il n'y a plus de contact, il y a moins de contact, il y a assez peu de communication. Le sens des objectifs est mal communiqué. Les directives qui sont données ne sont pas nécessairement éclairé. Donc, changer le management, introduire une dose de participation, une dose d'horizontalité dans la prise de décision, profiter au fond de quoi? De l'expérience de chacun. Et je veux dire, plus que de son expérience, de son expertise. C'est probablement le management de demain. Et là, les chefs d'entreprise sont appelés à une espèce de révolution copernicienne, pour deux raisons. D'abord parce que il y a des générations montantes qui n'ont plus le même rapport à l'obéissance, à la hiérarchie, à l'obéissance. Premier point. Deuxième point, parce que nous sommes sur un plateau démographique et que le rapport de force entre ceux qui emploient et ceux qui louent leur force de travail s'inverse progressivement. J'ai rencontré des recruteurs. Alors Benoît Serre, le vice-président de l'association des DRH, Catherine Sayac, qui recrute depuis 25 ans dans le secteur du commerce, et qui dit, en réalité, ce sont les patrons qui passent un examen. Ouais, aujourd'hui, oui. Il vous explique ça. Il dit, les patrons qui passent un examen, le candidat arrive en disant, bah, écoutez, moi d'abord, je dois savoir dans quelle entreprise j'arrive, quel est le sens de vos missions éventuellement, quels sont les avantages associés au travail, et puis veut qu'on me donne du sens. Alors, j'admets que la quête de sens, c'est un peu la tarte à la crème. Mais malgré tout, on doit entendre ce que disent ces jeunes gens. Ils ne seront plus comme leurs parents ou comme leurs grands-parents parce que le rapport au travail, à l'activité professionnelle, a complètement changé et n'est plus le centre de leur vie. Donc, il faudra se montrer un peu plus séduisant, si vous voulez. Il faudra se montrer plus attractif, plus séduisant, plus communicant probablement pour les attirer. Et deuxième élément, non seulement pour les attirer, mais surtout pour les fidéliser. Alors on parle des entreprises, on a parlé du Covid, il faut parler du télétravail. Est-ce que ça a joué dans la baisse de la productivité aussi, dans l'espèce de chute, de désaffection paradoxale là encore, parce qu'on avait l'impression que le télétravail était la réponse enfin à l'opposition sempiternelle entre vie privée, vie professionnelle, capacité à être flexible. On est en train d'en revenir pas mal. En fait, le télétravail, c'est la disparition de la vie privée. En fait. La réalité, c'est ça. C'est que on importe son bureau, on importe son activité professionnelle chez soi. Alors, entendons-nous sur les mots. Il y a deux types de télétravail. Il y a le télétravail qui est le travail devant la télé. et je crois que la formule dit à peu près ce qui se produit parfois. Et puis, il y a le télétravail avec là aussi deux types de populations. Des populations, c'est ce que disent les DRH, je ne l'ai pas inventé, des populations qui font ce qu'elles doivent faire, mais qui perdent un peu l'affectio societatis, c'est-à-dire qui perdent le sens du groupe, le sens de l'équipe. Une entreprise, c'est d'abord une collectivité, c'est une communauté. C'est une communauté d'intérêts communs. C'est une communauté de partage, d'échange, de moments qui sont des moments de vie privée, mais aussi des moments de vie professionnelle. C'est les deux. Et donc, il y a cette perte-là. Et puis, il y a ceux qui se sont, deuxième catégorie, il y a ceux qui se sont surinvestis parce qu'ils aiment leur travail, parce qu'ils aiment leur entreprise, et ils sont finalement assez nombreux, et qui ont consacré plus de temps probablement au travail dans le cadre du télétravail qu'ils ne l'auraient consacré au bureau. Malgré tout, le télétravail, c'est pas la panacée. Ce que j'observe, c'est que dans le domaine du recrutement, puisque c'est une vraie préoccupation des chefs d'entreprise aujourd'hui, le 100% présentiel a de plus en plus de mal à passer. C'est-à-dire qu'on ne séduit pas des candidats avec du 100% présentiel. Il faut proposer quelque chose de plus, sans pour autant, je dirais que c'est un peu la formule de Paracels, c'est la dose qui fait le poison. Oui. Le poison est dans la dose, je ne sais plus comment il l'exprime, mais enfin tout le monde comprend ce que ça veut dire. Un peu de télétravail, c'est bien. Au-delà, il y a une bascule et il y a une distance entre l'individu et son travail qui le pénalise lui.
c'est-à-dire qui pénalise l'entreprise, mais qui probablement pénalise l'individu qui souffre d'isolement, peut-être d'ennui, d'absence de directive, d'absence d'échange. Alors dans le procès des coupables de cette crise du travail, on pourrait reparler un petit peu de l'école. Oui. Parce que tu parles dans ton livre du rôle que joue l'école justement dans cette perte de rapport au travail. Alors quand est-ce que ça commence? Est-ce qu'on peut le dater? Est-ce qu'on peut objectiver cette critique de l'école qui se rajoute à plein d'autres critiques qui existent déjà? Paye, oui, c'est vrai, on paye. Alors l'idée d'un livre, c'est aussi de soulever des pistes de réflexion, oui. C'est-à-dire identifier des points faibles pour ensuite les traiter. C'est pas simplement pour le plaisir de faire de la polémique. Oui. Et l'école joue un rôle. Moi, je pense qu'on est bien placé pour le savoir. La vie professionnelle que nous avons est le produit du travail que nous avons investi dans les études, oui. à l'école. Dans les études, il faut être deux. Il y a un enseignant, il y a un enseigné. Il y a même un tiers aujourd'hui qui est la famille. Oui. Et moi, j'ai cherché à identifier, en effet, les points de bascule. Alors, le premier, à mon sens, c'est ce qu'on a appelé la commission Rouchette, qui se réunit en 1962, qui travaille pendant une dizaine d'années sur les profils d'apprentissage, et dont les conclusions sont alors, très, très discutées et disputées à l'époque, sont il faut enseigner le français comme une langue orale et non plus comme une langue écrite. C'est-à-dire, il faut mettre de côté la grammaire et l'orthographe, sortir de la dictature de la grammaire et de l'orthographe, donc proposer une langue plus facile, c'est-à-dire réduire l'intensité de l'effort pour l'apprendre. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la réforme du lycée, la réforme Abi, où on constate que les élèves, en sortant de l'école primaire, n'ont pas le niveau pour suivre le programme du collège tel qu'il est défini. Et donc, on se dit, démagogie, on va baisser le niveau. On n'arrivera pas à intégrer suffisamment d'élèves. On a une ambition un peu universelle de scolarisation des jeunes gens. Et donc, on va baisser le niveau. Ensuite, il y a les réformes comme la réforme Chevènement, qui dit 80% d'une classe d'âge au bac. Là aussi, même principe, j'allais dire, même cause, même conséquence. Les effets, oui. On va baisser le niveau d'exigence. On va de surcroît demander aux enseignants d'être de sympathiques animateurs de groupe, des accompagnateurs, et non plus des enseignants, c'est-à-dire avec quelqu'un qui est un sachant, qui distribue, diffuse des savoirs et des connaissances. Et puis, il y a une dernière étape qui est l'apparition de la troisième catégorie, le tiers, qui n'est en substance pas un tiers de confiance, les parents, qui se comportent aujourd'hui comme des consommateurs quand ils vont à l'école. Il en est résulté une baisse de l'autorité du corps professoral, doublée d'ailleurs de mauvais traitements économiques. Les professeurs sont mal payés, très insuffisamment payés aujourd'hui. Je me rappelle par exemple que quand j'étais à l'école primaire, un instituteur, je ne posais pas la question à l'instituteur à l'époque, mais j'ai retrouvé des chiffres, était payé un SMIC et demi, deux SMIC et demi, pardon. Deux SMIC et demi. Aujourd'hui, en commençant sa carrière. Aujourd'hui, un professeur des écoles, un instituteur, commence au SMIC, pratiquement. Donc, quand il n'y a pas de considération économique, quand il n'y a plus de respect pour la fonction, au fond, c'est toute l'institution qui se dévalorise, le château de cartes qui s'effondre. Si on y ajoute les ravages de l'éducation positive, qui dit en substance que tout le monde a du talent, qu'il ne faut pas accepter la frustration, qu'il faut la rejeter, que le sens de l'effort est une idée un peu conservatrice et que il y a d'autres valeurs dans la vie, on aboutit à une situation dans laquelle on a en France, dans l'ensemble, une population qui est insuffisamment formée, avec la conséquence qu'on connaît sur la productivité du travail. Alors, il y a un élément auquel on n'a pas fait allusion, c'est peut-être un changement de relation philosophique au travail, puisque dans un monde christianisé, le travail la souffrance est rédemptrice, l'effort est valorisé parce que finalement il fait partie de l'espèce de mise à l'épreuve de la vie. Dans un monde déchristianisé, sécularisé autour du monde du divertissement, le travail n'a qu'une valeur négative. Absolument. Le travail, c'est du temps perdu.
Pour le loisir. Pour les loisirs, absolument. Pour ça, je parle de génération Netflix Deliveroo. Ouais. C'est-à-dire de gens qui sont des consommateurs passifs devant un écran, qui vont même se faire livrer jusqu'à leur repas. Donc ça c'est la génération Netflix Deliveroo. En effet, il y a probablement un lien avec l'effondrement des transcendances, des grandes idées, des mythes humains qui portent l'enthousiasme. Le monde déchristianisé, c'est un monde sans espoir. Luc Ferry, le philosophe, le définit très bien. Dit, au moins, on avait l'espoir de la vie future. Et on acceptait son sort et on s'efforçait d'ailleurs de produire des efforts pour le changer. Avec quand même quelques bémols. Chez les catholiques, l'argent est une damnation. Oui. Chez les protestants, c'est une bénédiction de Dieu. Donc, un peu de distance. Mais il a raison sur le fond, Luc Ferry. Un monde sans espoir est un monde dans lequel finalement on se dit consommons le temps présent tout de suite. Oui. Carpe diem. Carpe diem. C'est ça. Première transcendance qui recule. Une deuxième transcendance, si c'en a été une un jour, qui s'est effondré, le communisme. Oui. On travaille pour améliorer sa situation personnelle. Oui. On travaille, et puis les fruits du travail seront partagés. Le travail a une vocation sociale, socialisante. Là aussi... on travaille par altruisme dans le communisme, si je ne me trompe pas, non ? En partie. En partie. Donc ça aussi, ça s'effondre un peu. Ça aussi, ça s'est effondré. Ouais. Et donc ça induit en effet un rapport différent au temps. Et je pense que cette dimension-là, elle n'a pas été suffisamment creusée, enfin en tout cas, elle n'est pas suffisamment perçue. Il faut pouvoir expliquer à ceux qui veulent travailler que travailler, c'est pas perdre son temps. C'est au contraire le gagner. Que le travail reste émancipateur. Le travail, c'est pas une damnation, c'est pas du temps perdu sur ses loisirs ou sur le divertissement. C'est au contraire un temps dans lequel l'individu va se réaliser. Et toute l'histoire sociale du XXe siècle, c'est ça. C'est au fond la conquête, c'est, j'allais dire, avec les grandes réformes de 1945, comme le disait le ministre communiste du Travail, on parachève l'œuvre de la Révolution française. C'est-à-dire qu'on construit des individus qui produisent leurs propres droits. Vous voyez, on sort de l'individu qui est une variable, au fond, une variable d'ajustement dans le système de production pour les patrons, mais aussi un individu à la merci des accidents de la vie. On construit un individu émancipé, autonome, qui grâce à son travail, grâce aux cotisations sociales, ce qu'on appelle le coût fiscal, l'écart entre le brut et le net, va produire ses propres droits et deviendra l'individu autonome qu'il devrait être. Alors finalement, les solutions, c'est quoi ? S'il y en a, parce qu'on voit très bien les causes, on voit que c'est une tendance longue, c'est une tendance qui est dans nos institutions, qui est dans des choix politiques, qui est dans des évolutions philosophiques. Est-ce qu'on peut sauver le travail en France ? Alors, il y a d'abord une sous-question, si je puis dire, une question en creux, c'est que si on ne le sauve pas, on ne le sauve pas nous-mêmes. Ouais. Le travail, c'est pas le problème, c'est la solution. À quelle difficulté on est confronté aujourd'hui ? Un phénomène, qu'on va résumer ainsi, un phénomène d'appauvrissement. On s'appauvrit. On s'appauvrit pourquoi ? Parce qu'on ne travaille pas suffisamment. Quand on observe tous les autres paramètres qui pourraient expliquer l'appauvrissement des Français, des gens qui travaillent, on observe par exemple qu'il n'y a pas de déformation dans la courbe de la valeur ajoutée entre capital, travail, fiscalité. C'est la même depuis 30 ans, à peu de choses près. Et on produit de plus en plus d'ailleurs de richesses. Deuxième élément, il y a des acquis de la science, comme le vieillissement de la population, qu'il faudrait pouvoir accompagner. C'est-à-dire que c'est bien de vieillir, de vivre plus vieux, encore faut-il pouvoir vivre plus vieux dignement. Tout ça, à toutes ces questions, la réponse, c'est le travail. Et il faut travailler plus, et je pense qu'on ne fait pas en France l'effort d'explication qui convient, pour dire simplement, dans un exercice de transparence aux Français, vous voulez continuer de vivre dans une société confortable. Moi, le premier. Je crois qu'on veut tous continuer à vivre dans une société dans laquelle on a une retraite, un service de santé disponible H24, 365 jours par an, de qualité. La sécurité. La sécurité, la politique de l'enfance. Ouais. On veut tout ça. Et donc, il faut se regarder dans une glace et se demander si ça vaut le coup de produire un effort. Moi, je pense que ça vaut le coup de produire un effort, et je suis certain que si la question est bien posée, les Français majoritairement répondront oui, on va travailler un peu plus.
Alors pour terminer, Pascal Perry, j'avais envie de poser la question, signature de notre Sapiens Sapiens, c'est pourquoi on s'intéresse à ce sujet quand on est économiste? Qu'est-ce qui te pousse parmi tous les sujets possibles à travailler sur le travail, justement? Parce que c'est un sujet passionnant, parce qu'au fond, l'histoire du travail, c'est l'histoire de l'humanité. C'est non seulement l'histoire de l'humanité, mais c'est les progrès de l'humanité. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des ruptures dans l'histoire humaine qui sont liées au travail, à l'innovation, à l'outil, à la technique, à l'intelligence humaine. C'est le domaine dans lequel l'intelligence humaine est la plus efficace. Elle a été efficace. On est passé en 150 ans d'une société qui était une société très inégalitaire à une société parfaitement horizontale, parfaitement égalitaire aujourd'hui, avec de la redistribution, le traitement de la pauvreté, le traitement des accidents de la vie. Tout ça grâce à quoi? C'est pas l'opération du Saint-Esprit, Olivier. C'est le résultat du travail de nos parents, de nos grands-parents et de ceux qui les ont précédés. À nous, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, de faire mieux. Nous sommes les héritiers du travail de nos aïeux et de nos pères. Ça, c'est pas mal de le rappeler. Merci Pascal Perry. Merci.